Hello l'équipe, on espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode et toujours en direct de chez notre partenaire Studiomatic. Studiomatic, c'est un réseau de studios dans tout Paris et dans tout le reste de l'Île-de-France en banlieue, de répétition, DJing, beatmaking et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, de podcast. La possibilité avec Studiomatic, c'est de réserver des studios de manière autonome, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc que vous soyez compo, DJ, artiste ou bien podcasteur, c'est le lieu où il faut être. Évidemment, on en parle parce qu'on a un cadeau pour vous. Avec le code DLM50, vous avez la possibilité de réserver n'importe quel nombre d'heures de 1 heure à 4 heures ou comme vous voulez et avoir 50% en moins sur votre réservation. Donc, le code, il s'affiche juste en dessous ici, DLM50. Et puis, je crois qu'on a tout dit. On peut basculer à notre épisode du jour. Dans le monde 2, votre podcast 100% dédié au beatmaking et au DJing. Ici Chris DLM4. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 82 du podcast, toujours accompagné de toute l'équipe ici présente. Aujourd'hui, on reçoit un invité plutôt spécial, mais c'est pour une thématique qu'on voulait faire depuis pas mal de temps et qu'on kiffe ici au sein de l'équipe. Notre invité du jour est compositeur et il a bossé avec pas mal de structures, dont Givenchy, Valentino, Mercedes, Armani, H&M Beauty, Issey Miyake, pour la Première Ligue également, pour mes footeux qui nous écoutent et qui nous regardent, ou encore Sony, voire même Louis Vuitton, pour ne citer que. Ant Pablos, a.k.a. Hone, est dans la maison. Comment ça va? Ça va et toi? Super bien, ravi de te recevoir. Ouais, merci. Merci de m'avoir. On salue déjà Iki, s'il regarde l'épisode pour la passe D, évidemment. Et si vous ne l'avez pas fait, allez checker l'épisode qu'on a fait avec Iki du 4 Podcast et même voir le cast podcast en question, si vous kiffez l'univers de la mode ou même vous y connaissez pas trop et vous voulez en savoir davantage, c'est le podcast à absolument écouter. Comme je le disais, on est fasciné par ce domaine, tout ce qui touche à justement synchronisation musicale, musical image, tout ça. En plus, parce qu'on a reçu pas mal de compos qui s'interrogent sur comment justement rentrer dans ce milieu, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu opaque, tu nous le diras. Avant tout ça, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ton background, comme dirait l'autre, où est-ce que tu as grandi, comment tu tombes dans la musique? C'est qui l'autre? Comment? C'est qui l'autre? Le DJ Snake, forcément. Ah ouais, c'est vrai qu'il a un background. Ouais. J'avais oublié. T'as pas la ref? Si, j'ai la ref, bien sûr. J'ai un background. Exactement. Écoute, moi, je commence où? On va dire période scolaire, collège, lycée. Ok, période scolaire. Catastrophe. Ok. J'ai détesté ça. Ok. Et un peu cata, ma mère est prof. C'était rigolo. C'est bien. La dualité, elle est un peu, ouais. Non, ça va, franchement, ça va. Ok. Mais moi, ouais, c'était un peu cata. J'ai pas du tout aimé être là-bas, quoi. C'était pas. C'est quoi, c'est le système? C'était un peu. Ça peut paraître genre excessivement prétentieux, mais c'était un peu genre un oiseau dans une cage, tu vois. Genre, Okay. je me sentais. Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas censé être là. Du coup, par exemple, aujourd'hui, le fait d'être en freelance, c'est vraiment justement, t'as cette liberté. C'est génial, je me lève quand je veux. Dis-toi, quand je suis parti du lycée, je me souviens, après le bac, sortir du lycée. Super bel endroit, en plus, dans le 6e à Paris, c'était hyper beau. Et j'ai kiffé être dans ce quartier-là, sachant que moi, je viens de banlieue. Donc, j'étais pas censé être dans le 6e. Où exactement? À Massy. Ok. Et qui est l'enfer sur Terre. 80, c'est très... Ouais, loin, hein. Surtout, genre... Ouais. genre. Et je me souviens sortir, mais de voir mes pieds un peu en ralenti, tu sais, comme si j'étais sur la lune. Genre, sortir du lycée et me dire, putain, c'est la dernière putain de fois que je mets le pied ici. Ok. Et pendant 1 an après, j'ai laissé mon réveil à 6h30 du matin. Juste pour me réveiller et dire, genre, J'y vais pas. Et me rendormir. Genre, juste pour le kiff de faire ça, tu vois. Et ouais, j'ai pas du tout aimé ça. Du coup, fin de lycée, vers quoi tu te tournes? J'étais déjà, pas dans le business, dans le business. Genre, je faisais déjà de la musique, on va dire, à titre semi-professionnel, avant d'arrêter le lycée. Et directement compo, il n'y a pas eu de passif, j'étais rappeur ou autre, pas chanteur. compo, je vais être ton invité intrus, je viens du métal. Ok. Et je suis adoré ça, encore aujourd'hui. Tu me croises dans ma bagnole, si t'entends une voiture noire dans Paris avec du métal à fond, c'est moi. Ok. Et si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était à l'époque de MySpace, donc fin des années 2000, où il y avait, pour les gens qui le savent, une énorme scène métal internationale. On va dire qu'il a dû commencer dans les 2005, peut-être, même peut-être un peu avant, même 2003, 2004. Et jusque les débuts 2010.
a été genre dominante. Et il y avait un groupe français qui marchait bien dans sa scène, tu vois, c'était pas, ça faisait pas Bercy, mais c'était cool, tu vois. Ça tournait en Europe, etc. Et c'est des potes à moi qui l'avaient fait. Et un jour, je parlais sur MSN, pour te dire l'époque, avec le chanteur du groupe, et il me dit que le bassiste est parti parce que ça le faisait pas humainement, etc. Ok. Et je lui dis, ah putain, c'est ouf, tu sais, moi je joue de la guitare et tout. Il me dit, quoi? Tu joues de la guitare, toi? Je suis genre, ouais. Tu vois, j'ai 16 ans, genre je suis au lycée. Ouais. Et il me fait, tu veux auditionner? Je suis genre, ouais, grave. Genre, je suis grave chaud. Genre, moi, c'est un de mes groupes préférés, tu vois. Ok. Et donc, en fait, j'avais pas de basse, évidemment. Pourquoi j'aurais une basse? J'avais un groupe avec d'autres personnes, un petit truc, tu vois, on faisait 3 répètes, c'était rien du tout. Et il y avait un bassiste, je lui ai demandé de lui piquer sa basse pour aller à l'audition de l'autre groupe, genre pire personne sur la planète. Et je vais à l'audition et tu sais, il m'envoyait un truc qui s'appelle Guitar Pro, c'est du MIDI et ça fait vraiment des sons genre. Enfin, c'est très. Précis. C'est une waveform, quoi. Okay. Et c'est pas sexy, mais ça te permet d'apprendre les trucs, t'as les tablatures, etc. Tu vois. Et donc j'ai appris sur une guitare. J'avais pas joué sur une basse avant d'aller à l'audition. Et je fais l'audition, et vu que les mecs ils me kiffaient et que j'ai leurs potes, ils ont dit. Et toi, t'étais déter, du coup. Et humainement, ça allait mieux qu'avec l'autre, j'imagine? Ou ça allait pas mal avec l'autre. Juste, c'était comme si, je sais pas, demain, tu fais des prods pour un rappeur de ton quartier et il y a un mec qui, genre, vend des disques. Qui dit, mais tu veux pas faire mes prods pour moi? T'es genre, ouais. Et si ça me monopolise tout mon temps, écoute, il y a un moment, c'est ma vie, c'est ma route, let's go, tu vois. Et en fait, je fais cette audition. Ça se passe ultra bien parce qu'on s'entend bien, on est potes, etc. Et je rentre dans le groupe. Et très vite, ça part. Genre très très vite, quoi. Donc faut que j'apprenne tous les morceaux. Puis le métal, c'est technique, tu vois. Genre en vrai, je vais pas te mentir, je suis un très bon joueur de pipeau, mais faut pas déconner, j'étais pas au niveau. Genre vraiment pas. Et du coup, comment ça se passe par la suite, justement? Eux, ils se rendent compte que t'es pas au niveau ou toi... Non, je te dis, je suis un bon joueur de pipeau, ils s'en rendent pas compte. Mais moi, je rentre du lycée, je suis chez moi jusqu'à 2h du mat sur les tablatures à apprendre le truc, à me dire, attends, il y a un coup de plus, il y a un truc, ah non, la mesure, c'est pas ça. À gérer tout le truc, tu vois, genre, il se passe des semaines. Et là, on doit être, c'est en 2008, on doit être au mois de octobre, novembre, un truc comme ça. Et on fait un premier concert, c'était à Lille, dans un shithole, mais genre un truc, c'était horrible, tu vois, genre une cave, genre. Et on rentre en bagnole, et le mec qui conduisait la voiture, en fait, il fumait de la weed, et puis on se fait arrêter par les flics, et machin, enfin, ça disait tout un truc quand t'as 16 ans, tu vois, genre. Et très rapidement, en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à accéder à des tournées parce qu'on n'a pas l'âge pour. Ouais. Et que tu as une grosse agence qui était, je crois, dans les pays type un peu... c'est les Baltiques, Bosnie, tout ça, etc., tu vois. Ouais. Qui, pour X raisons, l'énorme agence était dans ces pays-là, qui s'appelait Avocado Booking, shout out. Et le mec, il s'appelait Marco, je crois, hyper sympa. Contact. Et il adorait ce qu'on faisait. Ok. Il nous disait, je peux pas décemment vous booker, en fait. Je peux pas vous mettre dans un bus avec des Lamb of God ou des énormes groupes comme ça qui genre prennent de l'AC, qui boivent de l'alcool, qui machin. Vous avez 16 ans, quoi. C'est ça. Je peux juste pas. Et le chanteur du groupe, que je sais pas du tout ce qu'il est devenu d'ailleurs, j'espère de bonnes choses, qui était un mec hyper entreprenant et super jeune, qui allait plus à l'école depuis qu'il avait, c'est quoi l'âge légal? C'est 16 ans? C'est ça. Ouais, donc 16 ans. Genre le jour de ses 16 ans. Et qui était vachement... C'est la première personne que j'ai rencontrée où je me suis dit, genre, il y a quelqu'un pour m'entendre. Tu vois, genre, il y a un mec qui peut me dire, genre, où il me dit, là, maintenant, du coup, il faut que tu achètes une basse, un ampli, une tête d'ampli. Et je suis genre, ouais, mais ça coûte... même mon premier prix, c'est 900 balles, tu vois. Genre, moi, ma mère est prof. Moi, je gagne pas d'argent. C'est chaud, quoi. Et il me dit, je m'en fous, en fait, tu démerdes. Genre, tu le fais. T'as plus le choix, là. En fait, on t'a ouvert la porte, donc maintenant, tu le fais, quoi. Et en fait, on se rend compte que cette boîte peut pas nous représenter. Et je sais pas comment lui il se l'est dit, c'est pas une conversation qu'on a eue. Il a fait une page MySpace d'une agence. Et en vrai, smart, parce que tu dis c'est un monde digital, fake, tu vois. Et en fait, on a commencé à envoyer des messages à des groupes américains qu'on aimait bien. Et il y en a un moment qui répond qui est genre
Ouais, nous, on veut bien en tourner avec vous en Europe. Ok. Ils s'en foutaient de l'âge, du coup. Mais ils savaient même pas. Pour eux, ils ont vu une agence. Vu que vous avez fait la page MySpace, elle était carrée, donc ils ont pas calculé plus que ça. Ils ont vu une agence. On a ajouté tous nos potes, machin, etc. Et en fait, du coup, on se retrouve un peu comme des cons de genre... Ah ok, donc maintenant, il faut qu'on book une tournée en Europe, quoi. Et heureusement, le chanteur, il a beaucoup de contacts, parce que c'était lui qui gérait un peu tout, etc. Donc, c'était pas si sorcier que ça, mais il a contacté des promoteurs et organisé un truc qui a du sens sur tes frais d'essence, etc., etc. De commencer dans telle ville, aller vers telle ville, et de pas faire des genres Berlin, Lille, Montpellier, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on se retrouve, enfin, il se retrouve à organiser ce truc-là. Et si tu veux, ça va assez vite. On reçoit l'offre, on doit être au mois de décembre, janvier, et coup de bol, moi, la tournée tombe pile pendant mes vacances d'école de février. Genre vraiment pile. Okay. Et en fait, on n'y croyait pas. Il y a un moment, on arrive au truc, les mecs, ils sont genre, ouais, on est à Calais, il y a personne pour venir nous chercher. Donc en fait, il y avait un guitariste qui avait le permis, mais il n'était pas allé chercher parce que c'était un mec qui foutait rien de sa life et il n'était pas capable de juste organiser son cerveau pour tu as un point A, un point B, un jour. C'est pas difficile, genre. Et donc, toute une galère où en fait, on essaie de les ramener à Paris, mais 3h du mat. Moi, j'ai même pas de crédit, je suis sur mon téléphone fixe, tu vois, genre, une galère. Donc les mecs ils débarquent chez ma mère et tout, tu vois, un truc de ouf. Ouais, un truc un peu marrant quoi. Et le lendemain pendant tournée, on fait toute la tournée, il y a eu des trucs très rigolos, on a fait exploser le van sur un autobahn en Allemagne. Enfin genre que des dingueries tous les jours. Tu dors mal, tu manges mal. Moi je buvais pas d'alcool à l'époque donc au moins tu vois genre tu restes un peu sharp mais ouais, c'est très cool, c'est une belle expérience. Et ouais, après, on a fait un album et tout. Moi, au bout d'un moment, j'ai bougé quand le monde de la mode m'a dit est-ce que tu veux venir chez nous? Transition toute trouvée, justement. Là, ta vie à cette période-là, du coup, ça jongle entre le lycée, plus du coup la musique. Dans tout ça, quand est-ce que. À savoir que les gens du lycée, c'était très drôle, me croyaient pas du tout. Pour eux, tout ce que tu racontais, c'était des mythos. Et tout, c'était genre... Ouais, parce qu'en plus, à cette époque-là, on n'a pas les réseaux sociaux, donc toi, tu vis ta vie. Il y a MySpace et tout, mais c'est pas aussi développé que exactement. Ce qu'on peut proposer là actuellement. Il y avait un autre mec dans ma classe qui était à peu près un de mes seuls potes, j'en ai pas beaucoup, tu vois, et qui lui était dans ce truc-là de métal, MySpace, etc. Et que du coup, lui, il captait, il était un peu genre, non, c'est pas un mytho. J'allais vraiment tourner. Et en fait, il y a un moment, c'était un magasin qui s'appelle Kiliwatch. Yeah. Tu vois ce truc à Marcel? Si, totalement. Et j'étais à Kiliwatch pour, je sais pas ce que je foutais là-bas, mais j'étais à Kiliwatch. Et il y a une meuf qui était vendeuse à Kiliwatch, qui vient me voir et qui me dit, est-ce que t'as déjà fait du mannequinat? Ok. Je suis genre... Vraiment les trucs qui arrivent que dans les films. Et en plus, vendeuse à Kiliwatch, tu vois, genre... Et du coup, je me dis, non, j'ai même jamais vraiment pensé. Et elle me dit, est-ce que ça te brancherait? Si tu veux, je te file mon numéro, tu peux m'appeler, moi je suis dans la mode, machin, et tout. Moi, à l'époque, j'ai pas la présence d'esprit de me dire, c'est une personne qui est vendeur à Kiliwatch, et ça veut rien dire, hein. Peut-être qu'elle peut être dans la mode et que tu vois, il y a un moment, c'est un hustle, tout le monde a son truc, peut-être qu'elle développe des trucs. En fait, c'est plus par rapport aux articles qu'on trouve chez Kiliwatch, toi, tu disais ça fitait pas et que peut-être qu'elle non, moi, j'étais genre, tu m'aimes bien, genre, génial. Rappelle-toi, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi à Massy. C'est le genre de truc qui n'arrive pas. Et en fait, et du coup, je prends son numéro et tout, puis elle a un mec hyper chelou, qui a des tatouages plein la gueule et qui est genre ultra drogué et tout. Et je suis genre, putain, c'est quoi ces gens, quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais très gentil, très bienveillant, tu vois. Je me dis, putain, elle est sympa cette meuf, tu sais quoi, vas-y. Go. Et au final, ça fait pas grand chose. Et je crois que je parlais avec une fille sur MySpace qui était mannequin et qui était hyper sympa. Et qui était un peu plus vieille que moi et tout. J'ai même pas de truc où genre j'essaie de la tchatcha, tu vois, genre j'avais 17 ans, genre c'était même pas la peine. Mais je la trouvais trop cool. Et je commençais à avoir une sensibilité sur la photo. Et moi, j'étais en école d'art, du coup, dans le 6e. C'était un lycée d'art, on avait des cours de photo. Et je me souviens, le prof de photo, il nous avait amené au musée du jeu de paume voir l'expo de Richard Avedon, qui est un photographe de mode, genre iconique, genre un des plus grands, tu vois. On va dire, années 80. 80, c'est des grosses années. Il y a eu un peu de 70, un peu de 90, mais... Et à chaque fois, il nous emmenait à des expos et je me demandais souvent ce que je faisais en école d'art parce que j'étais pas très sensible, justement, à la peinture ou à ces trucs-là, tu vois. J'adorais le tatouage, par exemple.
Et je voulais apprendre à mieux dessiner, mais moi, dans ma tête, je voulais faire de la musique. J'étais pas là. J'étais juste genre, tu fais quoi si tu connais personne? Je vais faire de la musique. Et faut bien choisir un truc quand t'as 14-15 ans. C'est ça. Et en fait, on va à cette expo. Et c'est la première fois où je suis un peu happé par le truc. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des trucs impressionnants, genre des covers de Vogue avec des magnifiques meufs dévêtues avec des boas qui leur roulent dessus et tout, et t'es genre, waouh, c'est quoi ce délire, genre. Mais je sais pas, le truc me happe et je trouve ça hyper beau et je me sens sensible, tu vois, à l'iconographie, à plein de trucs. Et je me dis, putain, la photo, c'est cool, quoi. Et j'avais jamais vu ça, tu vois, comme une forme d'art qui pouvait me toucher. Okay. Et de là, ça change ton état d'esprit, du coup, par rapport à... Et ouais, et du coup, cette meuf sur MySpace qui est mannequin, qui sort avec un photographe, je me dis, putain, ça se trouve, c'est mes potes et on le sait pas, tu vois. Et donc, on papote, etc. Et à un moment, elle me dit, t'as déjà fait un shoot? Je dis, putain, c'est quand même la deuxième personne qui me dit ça en peut-être 2 mois, un truc comme ça. Je lui dis, bah non. Elle me dit, putain, je t'ai montré à mon mec, il est photographe, genre, ça te dit pas, on a un studio, tu viens, on fait un shoot, etc. Je suis genre, bah si tu veux. Hein. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire, tu vois. Je suis genre, bah ouais, vas-y. Et j'y vais, on fait un shoot. Et ils ont montré mes photos à une agence de mannequins, et au final, ils m'ont signé. Moi, faut savoir qu'à l'époque, j'ai des énormes écarteurs dans les oreilles. Genre, pour ceux qui parlent la langue 42 mm. Et que j'ai plus, hein, d'ailleurs. Tout va bien. Problème réglé. Et pourquoi le changement? Ça t'a saoulé ou? Ouais, je passais l'âge, ouais. Ok. Et du coup, à l'époque, dans le mannequinat, c'est cool d'un point de vue d'une agence qui dit « Ah, ce profil-là, on l'a pas. » Ok. Mais d'un point de vue d'un casting director sur des shows ou quoi, tu vois, c'est genre... c'est quoi ça? Et c'était pas encore... tu vois, aujourd'hui, tu peux un peu plus. Et encore, t'auras pas accès à certaines choses. Et tu seras que un peu, entre guillemets, la bête de foire. Ouais. C'est que moi, j'avais même pas accès à la bête de foire. Et je l'aurais pris avec plaisir, la bête de foire. Mais je l'avais même pas. Et donc, il y a tout cet épisode-là qui se passe. Et puis moi, ça me saoule un peu. Et puis le groupe, j'avais pas de mal avec le métal, par exemple, parce que je suis encore dans le groupe à ce moment-là. L'album sort, ça marche pas de ouf parce que on n'a pas on n'a pas le backup, on n'est pas dans la machine, quoi. Ouais. Et je me dis, le mannequinat, ça peut être un truc. Parce que moi, je suis débile mental de banlieue. Genre, on me dit, tu vas être mannequin, je signe un contrat. Je me dis, vas-y, sans lire le contrat, sans rien faire, juste tac, tac, je fais des millions de balles et genre, tu vois, j'étais genre... Times Square, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sais pas, tu te dis, c'est un truc de ouf. C'est ça. Qu'en fait, il y a plein de gens qui le font et tout le monde galère un peu. Et je vois que les deux avancent pas trop et je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et il y avait le guitariste de mon groupe, qui est le mec qui avait produit l'album aussi. D'ailleurs, c'est quel caméra qui va me... Tu sais quoi, je vais le dire à celle-là, JF, merci. Qui m'a vachement ouvert l'esprit sur plein de trucs, qui écoutait des musiques différentes, qui pas que des trucs ultra bourrins et tout, que moi j'adorais, tu vois. Mais qui sont vachement dans la performance et moins dans le ressenti, vraiment. Et ce milieu-là, juste commence à me casser la tête, tu vois, genre de milieu de aussi beaucoup de gens qui prônent la tolérance, mais qui sont ultra intolérants. Genre, si t'aimes pas le métal, t'es une merde. Je me dis, ça n'a aucun sens, leur truc. Et du coup, par rapport à ça, lui, le guitariste, il t'ouvre un peu plus l'esprit. Et on est dans sa voiture, lui, il a eu le permis à l'époque. À savoir que moi, je faisais des journées de 8 heures de cours. Donc, j'arrivais au lycée à 8 heures. Enfin, quand je les faisais. Et le dernier cours, il terminait à 18 heures. Donc, moi, je me levais à 8... Non, pas du tout à 8 heures, à 6h30. J'allais en cours, on va dire jusqu'en première. Ensuite, je partais... Donc moi, je fais Massy, hein, donc ça fait Massy, Saint-Sulpice. Ensuite, je sors, ça fait Joinville-le-Pont, je sais même pas où c'est, on va dire 94. Ouais, je crois que c'est Est, mais je suis même pas sûr. Donc du coup, RERA, machin, etc. On avait un local de répète qu'on payait pas moi, on répétait l'album, etc. Tu vois, jusqu'à peut-être 22 et quelques. Et ensuite, guitariste qui était un peu plus vieux, je partais avec lui en voiture, vu qu'il était en 91 aussi. Il me déposait chez moi. J'arrivais chez moi, il était 23h30. Du coup, c'était les big talk au moment où vous faisiez les trajets. Ouais, surtout, mec, j'arrivais chez moi, il était 23 et quelques. Genre, je prenais une douche, je bouffais un bout de pain, j'allais me coucher. Et le lendemain, c'était... genre, quoi. Et en même temps, à cet âge-là, t'as une fougue et t'as une telle énergie. En fait, c'est ça. C'est que même si tu fais un 8h, 23h, tu le ressens pas. Là où maintenant, tu le ressens beaucoup plus. T'as tellement la dalle besoin de récupération, c'est ça. Et du coup, j'étais drivé par ma dalle du truc, tu vois. Moi, pour moi, j'y vais mon rêve.
Et on était autour de groupes qui étaient plus gros que nous, mais pas tant que ça à une échelle planétaire, qui sont des groupes énormes maintenant, ils ont pas lâché et tout. Et je vois le truc, genre, waouh, genre, putain, la vache. J'avais lâché pendant 10 ans, un truc comme ça, et quand je suis retombé dessus, j'étais genre, ah ouais, c'est des groupes de stade. Genre, c'est pas un Olympia, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, ce mec m'ouvre vachement la tête à d'autres choses parce que dans sa voiture, on écoute d'autres trucs, en fait. Et donc, je me mets à écouter d'autres choses, j'achète d'autres albums, je me mets à apprécier d'autres choses. Et au fur et à mesure, il y avait une fille. Moi, MySpace, ça a été un grand truc dans ma vie. Ça, T'inquiète, on l'a compris là depuis le début de l'échange. C'est central de ouf. Mais là, il y a un pilier qui arrive tu peux oublier tout ce que je t'ai dit avant. Et il y a une fille que je connaissais qui était devenue une pote. Okay. Genre vraiment, mais genre comme si j'étais en prison et qu'on s'écrivait des lettres, tu vois. Genre on s'est jamais rencontrés, on se connaît pas. Okay. Je sais pas, je la trouve fun, elle me trouve fun. Okay. Et les gens que t'avais sur MySpace, quand Facebook s'est arrivé, t'avais ajouté, etc. Et on parle un jour sur Facebook, elle me dit, ah mais tu fais de la musique toi, hein? Je dis, ouais. Alors qu'en fait, oui, mais pas, tu vois. Pas comme elle l'imagine. Pas Rick Rubin, quoi, tu vois, je pense physiquement. Et, mais je lui dis, oh, bien sûr, hein, je fais de la musique, quoi. Et elle me dit, j'ai fait des morceaux, il y a des gens qui m'envoient des emails et tout, est-ce que tu veux bien me donner ton avis? Elle m'envoie les trucs. Et je suis genre, wow, c'est de la bombe. À l'époque des Coco Rosie, machin, des petites voix très fluettes et tout. Et elle a ce truc-là, tu vois. Et je lui dis, mais elle s'appelle Fee. Okay. Tu l'as peut-être entendu, c'est elle qui ouvre un album de French Montana avec un morceau qui s'appelle Whiskey Eyes. Et j'écoute son truc et je me dis, mais c'est de la bombe. Et je lui dis, meuf, on doit bosser quand ensemble. Tu veux, où tu veux, comment tu veux, je m'en fous. Genre, let's do it. Et en fait, elle a là Polydor qui lui envoie des emails, machin. Parce qu'en Angleterre, il y a une industrie qui est pas la même qu'ici. Ouais, les mecs, ils sont sharp, ils sont dessus. Il n'y a pas de code, de quota de radio, de trucs, machin. C'est juste genre, est-ce que c'est hot ou est-ce que c'est pas hot? Ok. Et elle est hot à ce moment-là. Donc les mecs lui envoient des trucs et tout. Et c'est une fille qui a elle a un truc où je sais pas, je suis pas très, on va dire, dans l'ésotérique, le spirituel. Je pense que tu peux l'expliquer. Mais il y a des déglingueries qui lui arrivent, genre, assez fréquemment. Et en fait, elle bosse avec tous ces gros producteurs et tout, mais elle sent pas sa place parce qu'elle vient de commencer. Et donc, elle arrive dans des studios, etc. Et c'est pas quoi faire, tu vois. Genre, limite, elle chante faux. Et genre, tu vois, on parle du mec qui a fait les Spice Girls ou des gars comme ça, tu vois. Et à un moment, elle me dit, ah, je suis à Paris, ça te dit, on se voit. Je suis en vas-y, grave. On se voit à Paris. Et en fait, on s'entend super bien. Puis elle finit par dire, mais tu veux pas que je revienne, peut-être 2 semaines, faire de la musique, etc. Je suis vas-y, grave. Parce que moi, j'avais dit ma mère, c'est-à-dire que j'ai l'ordi du salon. Et elle revient. Et en fait, dans le salon, on fait nos peut-être 4-5 premiers tracks sur son laptop à elle, parce que moi, j'ai pas de laptop. Et ça marche super. Et du coup, je dis, bah, dans 2 mois, reviens, on fait pareil, tu vois. En attendant, JF, le guitariste de mon groupe, qui avait un vieux Mac, il me prête son Mac, j'installe tout un truc dans ma chambre, machin, etc. Je commence à faire des tracks. Mais très mal, avec juste les instruments de Logic et tout, un truc, genre, quand je réécoute, c'est genre je transpire, j'ai envie de rentrer à l'intérieur de moi et de me jeter moi-même à la poubelle, tu vois. Et mine de rien, en fait, elle a assez de contacts pour générer quelque chose où on a un management qui est intéressé à Londres, qui est assez cool, qui est pas un truc de ouf, mais qui est assez cool. Et puis même, nous, à l'époque, on sait pas, en fait. Juste, il y a un adulte qui a fait une entreprise de management qui te dit qu'il est intéressé, ça suffit. Let's go. Et on commence à passer vachement de temps à Londres et on signe un contrat avec eux. En fait, c'est avec la Warner sans être avec la Warner, c'est-à-dire qu'on signe avec eux et leurs 2 potes producteurs, qui sont les mecs qui ont fait, par exemple, tout le premier album de Lily Allen. Genre Smile, etc. Et qui ont leur sub-label chez Warner. Mais sauf que nous, il n'y a pas marqué Warner sur le contrat, mais il y a marqué le nom de ces 2 mecs-là, donc un peu pareil, tu vois. Il s'est passé exactement ce qui se passe quand tu signes un contrat major, c'est-à-dire qu'on a signé le contrat. Vous n'avez plus rien vu. Et on n'a plus entendu parler de personne. Ouais. Et en fait, quand même, enfin, ils n'ont pas rien fait. On était à Londres, moi, ils m'ont pris des Eurostars, ils ont payé des appartes. Je suis resté plusieurs mois à Londres, on avait un studio à disposition. C'était pas n'importe quoi non plus. Mais ça followait pas. Et puis quand elle venait à Paris, on faisait des tracks et tous les trucs qu'on kiffait, et c'était genre, ah ouais, c'est pas mal, il y a un univers. Mais il n'y a pas de suite.
Et dès qu'on faisait des fois, je lui disais, mais viens, tu sais quoi, les mecs, je crois, ils veulent faire de la UK pop, genre, avec des orchestres, etc. Moi, ça a toujours été mon truc, c'est la musique de film et tout, tu vois. Et donc, j'avais 3 VST d'orchestre, et genre, je blindais de violon, tout. Et dès que tu leur envoyais un truc un peu catchy... C'est marrant que tu parles de ça, parce que quand on a checké justement ton travail sur certaines campagnes, il y en a certains où justement je me demandais si les violons ça venait de toi ou tu travailles avec d'autres musiciens. Mais Maintenant, j'ai un peu plus de matos pour bosser avec d'autres personnes. J'imagine. Mais il y a de la progra derrière, ouais. Ok. Mais du coup, ouais, en fait, les mecs, je lui dis, viens, on fait des titres faciles, cheesy avec des paroles de merde. Et dès que tu leur envoies, ils t'envoient un mail, t'as l'impression qu'ils ont envie de coucher avec toi. Et t'es genre, c'est le pire track qu'on a fait depuis 6 mois. Genre, c'est le truc le plus pourri qu'on a fait. Et c'est le truc qu'eux veulent prendre. Et ils veulent absolument ça. Genre, ils vendraient leur mère sur le marché noir pour l'avoir, tu vois. Et je me dis, il y a un truc qui cloche, je sens que ça avance pas, et puis moi je commence à faire des prods, et puis je les envoie aux 2 producteurs, ils me disent, ouais, c'est pas mal, c'est cool, et tout. C'est tout, quoi, tu vois. Et donc ça finit par s'estomper un peu le vrai truc qui marque l'estompation du truc dans notre tête à nous, surtout dans sa tête à elle. Elle, ça l'a fucked up, mais genre fort. On était un duo, donc c'était l'époque des duos. London Grammar, tous ces trucs-là. On était vraiment dans cette scène-là. Et un jour, alors un mec avec qui on s'était fait pote, qui s'appelle Jacob, je crois, je ne sais plus son nom, mais Jacob, je crois. Ça se trouve, je l'écorche. Mais qui avait un blog qui s'appelait Pigeons and Planes. Ok. Qui était un gros blog à l'époque. Et tu te souviens à l'époque. Est-ce que c'est le blog qui est devenu le site là aussi ou c'est des choses différentes? C'est le même site, toi. Tu vois, donc il y a un truc qui est quand même. À l'époque, tout le monde checkait ça. Ouais. Si t'es un artiste, t'es en première page de Pigeons and Planes, t'es signé demain. Et tous les jours, du coup, on checkait. Parce que des fois, ils nous postaient, machin. Ok. Et il poste une nana, Lana Del Rey, Video Games, genre clip de merde sur une webcam et tout. Je me dis, c'est quoi ce bordel et tout, vas-y, je clique. Il y a genre 300 vues, genre. Et genre, il se passe 20 secondes. Et je me souviens, j'étais dans ma chambre, et la fille, elle devait être dans le salon chez ma mère ou quoi, et je j'ouvre la porte, je suis genre, fille! Genre là, je suis genre, we are so fucked. C'est exactement ce que vous faites. Mais au millimètre près, tu vois. Juste mieux fait. Ouais. Et c'est marrant, j'ai un peu de on s'est jamais rencontré avec Lana, mais j'ai que des trucs, genre j'avais un pote, au lycée, je buvais des coups dans un bar dans le Marais, qui était un peu le bar cool de l'époque où tout le monde allait. Et il y avait un mec qui avait un groupe, et ils étaient produits par David Kane à New York, qui est le mec qui fait beaucoup Paul McCartney, etc. Ok. Et il revient de New York et il me dit, mec, David Kane, il a une meuf qui s'appelle Lindsay, il est obsédé par cette meuf, et c'est de la merde. Genre, c'est horrible. Et tu peux le trouver, le premier album de Lana Del Rey qu'elle a fait avec ce mec, c'est une catastrophe. Genre, c'est une catastrophe, elle chante faux et tout, c'est un enfer. Et mais bon, elle nous a bien fait fermer notre gueule derrière, donc bravo à elle. C'est ça. Mais et il me décrit le truc et je me dis, ah, ça a l'air horrible, hein. J'espère que t'as passé un bon moment. Genre. Et en fait, il se passe après ce truc-là, et moi, dans ma tête, je me dis, putain, mais c'est la même meuf, en fait. Parce qu'à un moment, il y a un Wikipédia, il y a un nom et tout. Je me dis, putain, mais attends, Lindsay, David Kane, et tout, ça me dit un truc, tu vois. Et donc, on se rend compte qu'on est baisé, et que ce sera pas pour nous. Et ça se dissout un peu, ça, tu vois, ça se... Parce que là, du coup, cette période, t'es full compo, ou bien t'as quand même le mannequinat en même temps, ou... Parce que non, il n'y a plus de mannequinat. Ouais, là, t'es vraiment dédié pour moi, je fais de la musique. C'est ça. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde... Premier amour, c'est le son. Ouais, toujours. Moi, j'ai grandi avec les... je sais pas, Dr. Dre, Marilyn Manson, Limp Bizkit, Korn, genre, je viens vraiment de ce truc mi-fin 90 où t'avais vraiment le hip-hop et le new metal qui étaient genre main dans la main et qui faisaient des trucs ensemble, et j'adorais ces périodes encore aujourd'hui. Je pense que... Et chaque génération a ça, je pense, tu vois. Genre, si t'as grandi dans les 70s et que t'écoutais Led Zeppelin, bah, ce sera le meilleur groupe du monde pour toi jusqu'à la fin de tes jours, et personne peut remplacer ses mémoires. Ouais, parce que vu que c'est la période qui te forge, à savoir l'adolescence et tout, bah, c'est le truc qui te marque à vie. Et du coup, par rapport à tout ça, si on fait un saut temporel, là, t'es dans le son, t'es entre Londres et Paris, enfin Londres et la France, voilà, la France et l'Angleterre. Comment tu rebondis, du coup? Comment tu reviens dans la mode tout en restant avec la musique, avec ce que tu peux faire plus récemment? Il y a deux trucs qui se passent. Il y a Mario Testino, qui est un gros photographe de mode, qui a fait une espèce de fashion film avec Vogue, et qui prend un de nos morceaux. Je sais pas comment il est tombé dessus. Ok. Mais c'est de l'éditorial, donc c'est pas rémunéré, c'est pas, tu vois. Mais juste, j'étais genre, ouais, putain, genre Mario Testino, Anya Rubik en mannequin et tout. Je me dis genre, putain, d'un coup, on existe, quoi, c'est cool.
Et en fait, de plus en plus, moi, je commence quand je reviens à Paris, du coup, à faire des rendez-vous. Je rencontre à l'époque maintenant une, un mec qui, je sais pas si tu te souviens de Slimmy. Ça me dit rien. Peut-être en voyant Explosé l'image, mais... fin 2000, etc. Qui avait fait des covers de Britney Spears, et puis en fait il s'est retrouvé en première partie de Britney Spears. C'était une espèce de pop star, un peu à la même époque que Mika et tout. Ok. Et on s'entend bien, et on commence à faire des tracks ensemble, etc. Et vu que lui, il avait un peu un pied dans ce monde-là et accès à certaines choses auxquelles moi j'avais pas accès, il me présente des gens qui me font rentrer dans une boîte qui s'appelle GUM. C'est Green United Music, et qui est une boîte parisienne. Et ils ont, à l'époque, c'est eux qui ont Woodkid, quand Woodkid il arrive. Ok. Et je deviens un peu compo in-house pour des trucs de pub, des trucs, tu vois. Ils ouvraient une office à Shanghai et ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ok. Et donc, je commence à faire un peu mes premières armes, tu vois, sur des films de pub et trucs comme ça avec eux. Et ça me plaît bien. Je me dis que j'avais fait des rendez-vous avec une personne que je n'ai pas envie de te dire pour mon intérêt politique parce que je suis plus dans ce business-là, mais que, voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison de le nommer, qui était chez Warner Chappell à l'époque, qui a été, mais, exécrable avec moi, et ça m'avait déchauffé, mais genre très très fort. Et qui m'avait accueilli, qui avait écouté les tracks du coup qu'on faisait avec Fee, cette meuf anglaise. Et pour notre défense, les tracks étaient quand même, c'était cool. Il y a une bonne vibe, et c'est marrant, je me suis fait pote plus tard avec une fille que vous devez connaître maintenant, qui s'appelle November Ultra. Nice. Avec qui je faisais beaucoup de sessions et qui on a écrit beaucoup de chansons, etc. avant que ça explose pour elle, et tout le monde est très content pour elle. Et Au départ, elle on t'a avait dit que c'était vu pas ouf. De quoi? Au départ, en gros, t'as dit que c'était pas ouf ce que tu faisais par rapport à ça. Bah, c'est pas qu'il m'a dit que c'était pas ouf, mais moi, ce qui était ouf, c'est que Nova, à l'époque, c'était une fille qui croyait pas beaucoup en elle. Elle avait un blog à l'époque. Et quand je lui avais dit que j'ai montré un peu mon passé, ce que je faisais avec Fille et tout, elle m'avait dit, mec, c'est ouf ce truc-là, j'allais sur mon blog. Et genre, mais non. Et donc, ce mec chez Warner m'accueille et m'explique que, en gros, c'est cool, mais qu'il n'y a pas de marché pour ça ici. Ok. Et il me dit, moi, je vais pas te signer parce que je saurais pas quoi faire de toi. Mais c'est méchant à dire, tu vois. Ouais. T'es un mec de 20 ans, t'es dans un bureau. J'étais bien préparé à aller chez Warner, bien habillé, tu vois, genre. Et le mec, il dit, genre, ouais, c'est pas mal, mais je sais pas quoi faire de toi. Genre, t'as pas ta place ici, quoi. Et il me raccompagne à l'escalier. Je te fais la demande, vas-y, tends-moi la main. Et il me fait, ouais, tu vois. Et il s'en va, tu vois. Et j'étais genre. Genre, j'ai pas le temps. Ouais, genre, quel genre de merde t'es pour me traiter comme ça, tu vois. Et j'étais un peu genre, tu sais quoi, je crois que ces gens, ils puent, quoi. Ouais. Et. Là, t'étais en mode, la musique, c'est mort. En gros. Laisse tomber ce c'est milieu. Mort. Pas c'est mort, mais plus genre, ça va pas se passer en France. Ok. Et parce qu'en gros, ce qu'il m'explique, c'est que je matche pas ses quotas radio, globalement. Okay. Et donc, en fait, je rentre dans un truc où je continue à faire des musiques de pub, et que ça se passe quelques années. Je rencontre des réals, parce que moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne à l'affect et à rencontrer le bon réal, la bonne prod, les bonnes personnes. Et ça se fait assez naturellement. D'accord, ok. Et j'ai, là, tu vois, on est en 2024. Moi, ça a, on va dire, entre guillemets, explosé pour moi après le Covid. Là, je te dis Warner, on est en 2013. Et donc, toute la route, donc en fait, les 7 ans entre ça, je baroude de management en management, de personne en personne. Tu vois, management d'artistes ou plus de mannequins, du coup? D'artistes. Ok. J'avais signé avec une boîte à Paris, de gens avec qui je suis encore pote, qui sont très sympas, qui s'appelait, non, je crois que ça tient encore debout, ça s'appelle Panamera. Ok. Et à l'époque, ils avaient, moi je les rencontre, en fait, ils venaient de faire un clip de Kendrick à Paris. Ok. Et c'est des mecs qui faisaient un truc, une espèce d'hybride entre eux, on fait des clips, on produit, on réal et tout, mais on a des artistes musique. Et parce que, en plus, leur nom me dit quelque chose, parce que il me semble, il y a quelques années, ils ont fait un shooting photo de Twinsmatic. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Très probablement. C'est la même chose. Étant donné que vu qu'on fait notre boulot de créditer et tous les visuels qu'on utilise, ça m'étonne pas. Ils ont fait un shooting avec un effet façon, une photo rouge et tout, je sais pas si. Ok, ouais, non, c'est bon, c'est ça. C'est eux? Le truc que tu décris, c'est les photos de Quentin, c'est ça. Ok, ouais, si. Et donc, en fait, il se rapproche vachement de Dave, le manager de Kendrick.
Ok, ouais. Et donc, ils finissent par faire TDE, quoi. Genre, ils font les clips de J-Rock, ils font tout le visuel de Schoolboy Q, etc. Et moi, à l'époque, je suis dans une sale rupture avec une fille de New York. Et genre, tu sais, la première rupture qui est genre, te met une droite dans la gueule, genre, énorme. Et je me dis, il faut que je me casse d'ici. Je suis dans un petit appart à Montrouge, c'était mon premier appart, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle vient de New York. Moi, c'est mon rêve, c'était la New York. Mais je veux pas la New York. Je sais que New York, c'est comme Paris, c'est tout petit. Tu connais 3 personnes, tu vas la croiser. Ouais. Et je voulais pas. Ok. Et je sors du métro à Montrouge et je sais pas pourquoi, il y avait un stand, genre un truc noir, marqué The Los Angeles Times. Et j'étais genre, je m'en fous, je vais aller. Ok. Et donc, je rentre chez moi, je vais sur kayak.com, je tape Los Angeles, je prends pour dans 2 semaines. Je suis un déglingo, hein, j'ai genre 2500 balles à mon genre. C'est ça, là, je suis en train de me dire, entre ce que tu as envie de faire et la réalité. Je suis un déglingo. et je me dis, genre, rien à foutre, j'y vais, tu vois. Et je boucle le truc. Je me dis, bon, bah, ok, dans 2-3 semaines, je suis allé. Donc, Yann, mon manager à l'époque, je l'appelle, je dis, tu sais, tes contacts à Interscope et tout, enfin, que tu les actives, genre, real quick. Et je book un Airbnb. Et en fait, j'arrive là-bas, et je me dis, c'est quoi cette ville de merde? En fait, quand t'as grandi à Paris, tu te rends pas compte. Et dès que tu voyages, tu reviens ici, t'es genre. Bah, c'est un peu comme les Asiatiques qui voient encore Paris comme le 19e siècle, la ville de l'amour, et qui voient que, ah non, en fait, c'est pas du tout comme ça, quoi. Je sais que t'as un accord entre l'ambassade japonaise et l'ambassade française, qu'il y a tellement de Japonais qui ont romantisé Paris. C'est ça? Et en fait, quand ils arrivent ici et que t'as des gens qui sont genre, qui leur crachent dessus et tout, t'en as tellement qui se sont suicidés. Parce que le suicide dans la culture japonaise, je peux me tromper, je suis allé au Japon. Je crois que c'est pas trop comme chez les katos. Et il y a un truc en fait où si tu es japonais et que tu appelles l'ambassade en disant je crois que mon frère, ma mère, peu importe qui est en France et va pas bien du tout, on te rapatrie au Japon. Pardon, on te rapatrie au Japon à titre gratuit. Ok, j'étais pas au courant. Pour pas que tu te tues, quoi. Ok. Tellement c'est arrivé. Et donc, ouais, moi j'arrive à LA. Et t'es où exactement à LA dès que Alors, je suis à Afton Place. C'est une petite rue entre, pour ceux qui connaissent, Vine et Gower. Ok. Et j'arrive dans la maison, c'est une maison magnifique, pleine d'histoires. Je suis dans l'appart où le premier guitariste des Red Hot Chili Peppers s'est suicidé. Genre pas l'immeuble, l'appart. Ouais, t'as bien fait les choses. Hein. Et je paye ça, c'était une chambre partagée, enfin pas partagée, mais une chambre chez quelqu'un, tu vois. Donc je paye ça 1400 balles, un truc comme ça par mois. C'est-à-dire tout l'argent que j'ai à mon nom. Et j'arrive dans cet appart, le mec est ultra cool. Je suis un peu jet lag, je vois il a du Grand Marnier au congélo, je me dis vas-y, j'ai fumé des clopes à la fenêtre et boire du Grand Marnier, alors on doit foutre quoi. Parce que moi j'ai pas le permis à l'époque. Ouais. Los Angeles ça fait genre 12 000 fois Paris, tu vois, donc tu fais rien à pied. Et j'arrive là-bas et je me dis écoute, je connais personne. J'ai quelques rendez-vous planifiés parce que mon ancien manager il connaît un peu du monde et tout, tu vois. Et je me dis ce que je vais faire c'est que vu que la journée il y a visiblement rien à faire ici, je vais sortir que le soir. Donc je vais Google les spots qui sont les spots cool où peut-être il y a des gens. Et après ça, j'y vais, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à 18, 19 heures, je sors de chez moi. Là-bas, ça finit tôt, en vrai, à minuit chez moi, tu vois. Et donc, de 18, 19 à minuit, je dors. Okay. Et je suis au Château Marmont, au Sunset Tower Hotel, à l'époque à Tenants of the Trees, qui était le bar qui venait d'ouvrir, qui a fermé pour des trucs ultra glauques de pilules dans les verres pour les meufs et tout. Super. Mais ouais, très bonne rêve. Mais en 2015, en vrai lourd. T'y vas, tu rentres, il y a The Weeknd qui est là. Enfin, genre, c'était vraiment genre le spot à LA. Ok. Et j'arrive la semaine où ça ouvre. Et donc, je passe ma vie là-bas. Et je rencontre grave de monde. Et c'est marrant, tu vois, je croise les mecs à l'époque de Club Cheval. Je sais pas si tu te souviens. À l'époque de Bromance, Brodinski, okay. Geza, etc. Okay. Il y avait ce groupe avec Panteros, Mid était dans Club Cheval. Et je croise tous ces gars, donc avec Geza et tout. Et j'étais genre, ouais, putain, des Français. Donc en fait, même si tu les connais pas, tu vas leur parler. Bah. T'es genre, hey, je suis Français, t'es Français. et moi, eux, ils ont un peu l'habitude, tu vois. Donc un peu genre, ouais, mais. Ouais. Genre, je sais pas, c'est à moi la main, on va continuer cette conversation plus tard. Et donc, je rencontre pas mal de monde. Je croise même des potes par hasard de Paris qui en fait passent au bar et je suis genre, qu'est-ce que tu fous là? Genre, je sais même pas qui t'es allé. Et donc, je fais 1 mois et demi, 2 mois comme ça. Ok. Et je suis allé, j'ai fait la même chose à New York 2 ans après, tu vois, un peu à faire des sessions, à rencontrer des gens. Juste, j'y vais, j'ai un peu de sous, je claque tout. Mais je crois à ce truc-là. Ça n'a pas marché, hein. Mais comme la plupart des gens qui vont aller avec les claque tout. Mais
Mais je suis content de l'avoir fait. J'ai rencontré plein de gens, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, quand je suis rentré, on va dire en 2000... Non, tu sais quoi, en 2019, c'est la dernière fois que je vais aller en mode galérien. Ok. Et la veille, je suis à New York sur un rooftop et je rencontre une fille, genre, ultra sympa. Une des plus belles filles que j'ai rencontrées de ma vie. Et on accroche bien et tout. Et elle me dit, ah, on pourrait se revoir demain et tout. Je dis, ah, non, demain, je vais à Los Angeles, la ville que je déteste le plus au monde. Alors... Et donc, je prends l'avion. Et en plus, c'est un vol de merde, tu sais, où l'avion, t'as l'impression qu'il y a Godzilla qui met des coups de pied sur le côté de l'avion constamment. Et c'est long. Et j'arrive là-bas, on va dans un appart. C'est un appart de merde. Donc, en fait, je prends un autre Airbnb, machin, enfin, une galère. Et je me dis, tu sais quoi, c'était tout match pour moi. Moi, mon ancien manager, alors pas Yann de Panamera, un mec encore après. Mec vegan, qui se couche tôt, machin, genre l'inverse de moi, tu vois. Il est pas sorti une fois avec moi quand je suis sorti. Mais moi, il est 18h, je me dis, tu sais quoi, je m'en fous, je vais au Château Marmont, je vais aller boire des verres. Et je vais faire mon truc, tu vois, quitte à être ici. Et en fait, je vais là-bas et je rencontre plein de monde. Et c'était super cool. Et j'ai eu une bonne expérience d'aller pour la première fois pendant 2-3 semaines où j'étais là-bas. J'ai pas vraiment fait de session, j'ai pas vraiment fait de rendez-vous. Juste, j'étais content, j'ai acheté une guitare, Guitar Tu Center. fais juste la vibe qu'il y avait là-bas, en gros. Ouais. Et, Ok. Et du coup, là, quand on avance à partir de, du coup, ouais, 2020, 2021, qu'est-ce qui fait que, on va dire, ça se stabilise davantage? Bah écoute, à LA, je me souviens me dire, je vais faire ce truc de moitié pub, moitié je continue à faire de la musique, Ok. que ce soit pour moi ou pour les autres. Et j'ai un peu ce goal de truc qui est un peu stupide parce que c'est un goal monétaire, tu vois, mais je me dis, je vais faire mes premiers 100 000 balles. Ok. Et je sais que c'est possible, genre je veux le faire. Je me dis, là, on est été 2019, été 2020, je vais l'avoir fait. Et donc je mets ce goal-là. Et donc je contacte des potes réals, etc. Ils me donnent du taf et tout. Ça avance un peu, tu vois, tranquillement. En septembre 2019, ouais. Ça va intéresser tes auditeurs, je pense, beaucoup plus. Mais il y a un de mes meilleurs potes qui m'appelle, qui me dit, ouais, je viens de rencontrer un mec à l'hôtel Grand Amour, là, il est hyper cool, ricain, songwriter, machin et tout. Il me dit, je pense que ça pourrait matcher, est-ce que tu veux que je te mette en contact? Je lui dis, vas-y, balance, tu vois. Je suis dans un taxi, il doit être minuit, tu vois. En vrai, je suis un peu sous, je suis, ouais, vas-y, fais-moi un truc, pas de problème. Et il me fait un DM avec le mec. Le lendemain, le mec est chez moi. Et je vois sur Instagram, je vois, il est en studio avec Timbaland et tout. Je me dis, genre, c'est qui ce mec, quoi, genre. Et je lui fais, il vient à la maison, je lui fais écouter des trucs et il est un peu, tu sais, les Américains, des fois, particulièrement en Californie, c'est un peu lent. Genre, ils prennent trop de Xanax et des trucs comme ça, tu vois. C'est un peu, genre, le mec, il parle presque un peu comme Michael Jackson, genre, oh yeah, man, like, sounds really good. Et il est dans son coin, il veut pas trop que tu l'entendes, et tu vois. Alors que le mec avec Timbaland dans le studio, c'est genre, mec, genre, speak up, c'est bon, genre, tu peux exister, y a pas de problème. Et au final, il me dit, ah bah, j'ai un truc sur lequel je bosse en ce moment, est-ce que tu veux que, tu vois, genre 14h, il me dit, est-ce que tu veux qu'on y aille? Je dis, vas-y, let's go. Et on commence à proder, etc., etc., et ça se passe bien. Et au bout de 4-5 heures, il me dit, t'es déjà allé au Costa Rica? Je dis, non. Mais vas-y, continue. Et il me dit, bah écoute, on fait un writing camp au mois de décembre au Costa Rica. Est-ce que tu veux venir? Je suis genre, bah ouais, grave, ça a l'air de tuer ton truc, genre, let's go, tu vois. Et je lui dis, mais ça dit, on fait une session demain, il y a un mec, il faut que je te présente, etc. Genre, qui est un de mes meilleurs potes qui s'appelle Adam, qui habite à LA. Qui d'ailleurs, shout out, Adam, il est sur Vultures 2. Ouais, j'ai vu ça là. T'as vu sur ma story, okay, ouais. Je vois duquel, avec Isolt, tout ça là. Hein. Ouais, exactement, ouais. Et Adam, c'est un génie, mec, tu peux pas l'arrêter. Si tu lui ouvres la porte, tu pètes ton mur. Et en fait, on se retrouve à aller au Costa Rica avec ces mecs-là, genre dans un truc paradisiaque. Bon, j'ai un peu... Pour la vida, comme ils disent. Hein. Mais comme ils disent là-bas, mec, ils sont tellement cool, mec. Genre, meilleur pays. Moi, j'avais aucune attente, je m'étais pas renseigné ou quoi, je suis allé, genre, j'ai kiffé comme jamais. Ok. Et je suis revenu avec 13 cartouches de club, c'était génial. Et donc, on fait ces sessions, mais je t'avoue que je me sens pas trop chez moi non plus dans ce monde-là où, en fait, les mecs, ils font des trucs. C'est l'expérience que j'ai eue à LA après. En fait, ils nous disent, on a une maison à LA, qui est la maison d'Adam maintenant. Vous venez quand vous voulez. Mais du coup, nous, à l'époque, on avait la grinta de ouf. T'as pas besoin de nous le dire 2 fois. On est chez toi dans 2 semaines et on part plus, quoi. Et donc, on est chez eux. Février 2020, on est chez eux. Et on a des sessions de bouquet, etc. Et en fait, plus je fais de sessions, plus je me dis, mais combien de chansons je peux coécrire sur l'ex d'une meuf qui a 19 ans, que je connais pas, qui vient de débarquer à la maison. Et sur un truc, en fait, où
Moi, c'est le truc qui m'a un peu fait zapper l'industrie de la musique. Et c'est horrible à dire. Mais c'est que c'est des publicitaires pauvres. Et en fait, ils sont sur un truc où ils vont te dire, ouais, faut qu'on fasse des morceaux pour TikTok. Donc, faut que tu fasses des trucs là où, genre, seconde numéro 1, ça pète et c'est pour TikTok. Et les gens, ils vont te danser dessus, ils vont faire leur duo, machin et tout. Tout ça pour que 3-4 ans après, ils te disent, ah bah, du coup, on a retiré notre catalogue de TikTok parce que, t'es genre, t'es sérieux là, ça fait 3 ans que tu me dis, il faut faire du TikTok et maintenant tu vires tout ton catalogue. Et du coup, je me dis qu'en fait, les mecs, tu pitches pour rien avoir. C'est ça, en fait, il y a Parce rien que qui sort parfois. t'es pas dans une position de pouvoir. Et même si t'as des gens autour de toi qui font des trucs, tu vois, le mec qui est venu chez moi, qui m'a dit, tu veux venir au Costa Rica, c'est un mec qui s'appelle Alday, Gregory Rhine, pour le nom du gouvernement, et qui a écrit Flowers de Miley Cyrus. Ok. Et c'est un mec qui a explosé depuis, qui a fait plein de tracks et tout. Et c'est un génie, genre, moi je l'ai vu en studio plein de fois, genre, tu peux pas tester, quoi. Genre, il est incroyable. Et il mérite tout ce qui lui arrive et c'est super, mais moi je me retrouvais pas là-dedans et tu vois, t'avais un peu ce truc de, je pense que dans la musique, j'ai toujours voulu avoir un truc de reconnaissance. Mm-hmm. Et en fait, il a fallu qu'il se passe le Covid ou que je rentre de Los Angeles parce que, bah, pour nous, c'était la fin du monde, tu vois. Et que je bosse sur mes trucs pendant le confinement, etc. Puis en fait, j'avais rencontré une fille un peu avant le Covid. Et après le Covid, elle vient à la maison. Et puis moi, je commence à faire quelques pubs. Et que, bah, en fait, je me dis, bah, en fait, tu voulais juste une fille qui t'aime et un peu de sous pour bien vivre. Et c'était tout, quoi. Les plaisirs simples de la vie. Tu vois, t'avais pas envie d'être en tournée avec des milliers de gens qui crient ton nom et tout. En fait, tu voulais être connu pour quoi? Pour avoir une meuf que t'aimes bien et un peu de sous. Maintenant, t'as ça, tu t'en fous d'être connu. Elle est toujours avec toi, là, actuellement? Non. Et Dommage. Non, ça va, c'est cool. C'était très bien. C'était super. Ça s'est terminé parce que ça s'est terminé. Hein. Ouais, c'est une très belle relation. Il y a rien à regretter. Mais en tout cas, du coup, le Covid, ça t'a permis de te recentrer et vraiment définir ce que tu voulais faire complètement, ouais. par la suite. Et en fait, de vraiment me rendre compte dans la musique, je me suis vachement senti mis dans un monde avec des gens qui savent faire la même chose que moi, globalement. Et donc, je me disais, mais attends, mais je connais tous ces mecs qui sont réels, qui cartonnent, qui veulent de la musique, qui ont besoin de musique. En fait, et je suis le seul mec dans la pièce qui peut dire, ah, tu veux ça, vas-y, pas de problème. Moi, je te le fais. Et en plus, là, toi, tu connais ton rôle, eux, ils ont leur rôle. Donc, ça fait que vraiment, ce sentiment de reconnaissance, il est pas forcément le même, mais au moins, tu sais que ce que tu fais, ça frappe direct. Ouais. Voilà. Et surtout, moi, c'est ma force dans ce milieu-là qui était ma faiblesse dans le milieu de la musique. C'est que je suis bon à tout faire. Je sais tout faire. Parce que je pense que la musique, c'est pas un truc d'amour, c'est un truc de compréhension. Tu vois, moi, par exemple, j'aime pas trop le reggaeton. C'est pas que j'aime pas le reggaeton. Je comprends pas le reggaeton. La sensibilité, comme tu disais, plutôt par rapport à l'art, tout ça. Je comprends techniquement. Tu veux que je fasse un beat de reggaeton où tu vas pouvoir, je peux le faire. Ouais. Mais je vais pas être J Balvin, tu vois. Et dans la mode ou même la publicité ou le film de manière générale, j'ai eu ce truc super cool enfin on appréciait le fait que tu veux juste une batterie de jazz où la ref c'est Whiplash et c'est un mec qui délire sur la batterie et tout. Vas-y, je vais couper des samples, je te le fais. Okay. Et justement, par rapport à ça, on a eu pas mal d'échos de beatmakers qui disaient parfois les briefs, justement, pour la pub, ça pouvait partir dans tous les sens. Ouais. Toi, t'as réussi à vite saisir ce que les gens voulaient ou bien c'est à force, justement, de faire plusieurs campagnes que t'as pu comprendre davantage comment ça fonctionne. Tu comprends davantage, surtout en traînant avec les gens de ce milieu et en captant comment ils réfléchissent et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Moi, j'ai fait très peu de briefs. Ok. J'en ai fait un petit peu, mais j'ai un peu tout au feeling. Comme tu l'as dit par rapport au relais que tu bosses, c'est que des gens que tu as rencontrés. Ouais. Okay. Et j'ai eu de la chance que mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes, on va dire 3 meilleurs potes, mais quelqu'un de très important pour moi, c'est un photographe qui a vraiment, vraiment, vraiment marché fort, qui connaît très bien Nico Iki aussi. Et tu vois, le fait que moi je fasse de la musique et que lui il fait un film et que les gens voient que la musique c'est moi, ou des fois même souvent moi et lui, parce qu'il faut aussi de la musique, il est très fort. Et le fait que j'avais un ami qui était par exemple DA chez Division, qui est une grosse boîte de films. En gros, tous les clips que vous avez kiffé toute votre vie, enfin on va dire depuis 2013, c'est Division qui fait.
et qui m'a présenté les gens chez Division et qui ont bien aimé ce que je faisais, qui m'ont donné des opportunités, etc. C'est des trucs où en fait c'est con, mais t'es vu sur des gros projets, donc les autres gens se disent attends, c'est qui lui, faut qu'on l'appelle, et donc c'est qu'un truc de savoir être au bon endroit avec les bonnes personnes, de parler la langue. Moi, ça m'a pris très longtemps. J'ai des potes qui ont grandi un truc genre école bilingue du 15e ou 7e, je sais plus où c'est, mais tu vois. Mais ils maîtrisent toujours pas l'anglais fin. Non, ils maîtrisent l'anglais sans problème, mais il y a des trucs que moi j'ai compris à 28 ans, qu'eux ils ont compris à 14 ans. Ok. Parce que moi j'étais à Massy. Ouais. Et j'étais pas dans le décalage, pas dans le move, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais juste pas dans le truc. Et ils ont compris plein de trucs super tôt, et donc ça leur permet de faire des moves plus tôt aussi. Moi, avant 28 ans, en vrai, je portais des jeans slim. Tu vois. Il a fallu que je sorte avec une suédoise pour qu'elle me dise franchement t'es cool, mais si on arrête tout de suite, viens, on va faire du shopping là. Ok, très bien, je comprends mieux. Justement, on a parlé de ces différentes campagnes, on a sélectionné quelques-unes que tu as pu faire. Du coup, libre à toi un petit peu nous raconter comment ça s'est passé, la connexion, ton ressenti. Bon, au niveau des connexions, tu nous as plus ou moins dit comment ça se passait. Une des récentes, justement, qu'on a pu voir sur ta page Vimeo, c'est la campagne H&M Beauty, volume Icon Lash. Ouais. Dis-nous tout comment ça s'est passé, parce qu'en plus, celle-là, elle est vraiment précise. Ça commence avec déjà l'arrivée du mascara, tac. Après, il faut gérer au niveau du son. Et après, on a le rendu final de la campagne. Comment ça s'est passé? C'était assez intéressant. C'est un réal finlandais qui l'a fait, qui m'a contacté. Et ça s'en est suivi il m'a envoyé le film. Et puis en fait, il y a une boîte suédoise qui me contacte, qui me dit voilà, nous on s'occupe du truc. Quand tu auras une facture à envoyer, c'est chez nous, etc. Tu vois. Et ils me posent une ref sur le film et ils me disent juste que tu saches, le monteur de ce film, c'est une légende en Suède. Et c'est un mec qui fait de la zik, un peu expérimentale, et qui a réalisé des docus avec juste des images d'archives. C'est une légende, tu vois. Donc en gros, limite, c'est pour dire te loue pas quand il te dit ça. Non, et moi, je l'entends pas comme ça. Je l'entends, tu veux dire qu'il y a un mec qui est en train de faire mon taf à ma place. Et pourquoi vous m'appelez en fait? Et d'un côté, je suis genre, bah relou, moi j'aimerais bien m'exprimer. D'un autre côté, je suis genre, cool. Et parce que quand t'es dans ma position, dans ce que je fais, en fait, un job, ça reste un job. Et j'aime bien ce détachement. Je pense qu'on est tous meilleurs à faire des trucs dont on en a un peu rien à foutre. Où tu mets pas d'ego, tu mets pas de... T'es genre, vas-y, je sais le faire, je te le fais. Et donc, en fait, les mecs, ils m'envoient un truc avec une ref posée dessus, mais ils ont déjà coupé dans la ref en faisant un rise au milieu, où dire la transition elle tombe là, truc. En fait, pour moi, c'est facile, je garde ton tempo, je remplace la batterie. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le truc. Donc, et donc, c'est une campagne ultra simple qui m'a pris... Franchement, on parle de 3 heures de taf, 4 heures max, quoi, tu vois. Et est-ce que parfois, il y a des campagnes où, par exemple, si on ne passe pas de ref, bon, après, j'imagine t'en as souvent, mais où, parfois, toi, t'as déjà le son, et limite, le son, il est prêt, et alignement des étoiles, il fit parfaitement avec... C'est arrivé, c'est rare, mais c'est arrivé. C'est arrivé sur la campagne Mercedes. Truc de... C'était dans notre sélection, la campagne Mercedes. Donc. Ouais, bah en plus, c'est la plus rap. C'est de la folie, surtout que en plus, tu dois aligner ça avec le son, justement, des moteurs et tout. Donc, bah, en fait, la campagne Mercedes, c'est comme ça que j'ai rencontré un réal. Bon, c'est un peu triste parce que c'est devenu un très bon pote qui est mort, qui s'appelle Valentin Petit. Ouais. Bah, tu vois, surtout dans le rap, on l'a vu dans énormément de clips, tu vois, repose en paix. Et c'est Division, en fait, chez qui il était signé en prod, bien qu'il ait sa propre prod aussi. Et qui m'appelle justement pour ce truc de campagne, de lancement de l'équipe F1, machin, etc. Comme tous les ans, tu vois, ils font un truc, parce que la F1, depuis qu'il y a une série, ça fait beaucoup plus de sous que ça faisait avant. Tout le monde le regarde. La série, elle a explosé, franchement. Moi, mon petit frère, tu vois, la F1 depuis qu'il y a le truc sur Netflix, c'est dire, tu vois. C'est plus la même chose. Folie, ouais, c'est ça. Et donc, j'avais fait écouter ce morceau chez Division. 6 mois avant, en fait, j'avais un pote pendant le Covid qui était pas un pote, en fait, qui était un mec de LA, qu'une pote de LA m'a dit « Ah, mais il est à Paris, il faut que tu le vois. » Et puis on s'est vu, et il voulait rester à Paris parce qu'il aimait bien. Je lui ai dit « Bah, dors à la maison. » Et du coup, il a dormi à la maison. Et une fois, avant d'aller au resto, il me dit ça te dit, on fait un truc, genre, là, il nous reste une demi-heure, en vrai, on a le temps de faire un banger, tu vois. Je dis « Vas-y, cool. » On se met dans le studio, il me fait écouter des loops, et à LA, c'est quand t'es avec les bonnes personnes, tu te rends compte d'un truc. Tu crois que t'es fort et tout. Et t'arrives dans leur session. T'as des mecs nuls aussi, hein. Mais quand t'es avec les bonnes personnes et que t'arrives dans les sessions,
Tu te dis, je suis une sombre merde. Genre, je suis nul, je sais rien faire. Genre, il y a des monstres, quoi. T'as l'impression d'être avec Michael Jackson dessus. Et lui fait partie de ces gens-là. Ok. Genre, peu importe qui t'es nul. Et il me fait écouter des loops. Et en fait, ils ont un Dropbox avec ses potes où dès qu'ils se font chier, dès qu'ils ont mais ne serait-ce que 2 minutes, ils vont sur leur synthé, ils font un truc, ils l'exportent, ils le balancent dans le Dropbox. Si quelqu'un l'utilise, ça fait des sous pour tout le monde. Tout le monde est content. Ça devient... Et ils ont leur splice privé, tu vois. Ok. Et il me fait écouter un truc que lui, il a fait sur son synthé. Et je suis genre, ouais, mec, c'est cool, c'est un peu une espèce de sirène et tout. Et donc, je lui dis, vas-y, tu sais quoi, moi, j'adore bosser avec de l'audio, je déteste le MIDI. Et j'adore tirer dessus, triturer, machin et tout. Et donc, je me mets à accélérer son truc, à le ralentir, à le repitcher, à mettre des alter boy, bon, désolé pour ceux qui parlent pas la langue, des distos, des trucs de machin. Et on arrive à cette espèce de truc là, qui est la trame générale de ce track là. Et je lui dis, c'est cool. Et je lui dis, vas-y, on commence à faire un beat, à mettre une basse, etc. Et ça prend 20 minutes, quoi, tu vois. Okay. On se dit, ah putain, on est content, on a fait un truc bien aujourd'hui. Tu sais quoi, on a été productif, allez, vas-y, viens, on va bouffer. Et donc, on va bouffer, et puis ça s'arrête là, en fait. Okay. Et moi, quand je commence à travailler avec Division, qui était une énorme opportunité pour moi, tu vois, donc quand je lui fais écouter des trucs, moi, je écoute tous mes meilleurs trucs. Et donc, je lui dis, ah, j'ai fait ça hier, en vrai, je trouve ça lourd, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit, ouais, mec, c'est fou. Et mon pote qui est DA là-bas, enfin, qui était DA, il me dit, mec, genre, les gars, ils sont en train de bumper ton truc à fond la caisse dans le bureau, genre, tout le monde s'ambiance, tu vois. Et ouais, 6 mois après, ils me disent, ouais, on a un film pour de la F1, on l'a fait écouter à Valentin, et même le client, il kiffe, tout le monde kiffe. Et est-ce que ça te dit de le faire? Il faudrait en faire une plus longue version. Okay. Et il faudrait juste que tous les FX soient des sons de voiture. Ok. Et donc, je me mets à downloader des sons de caisse, à faire des screenshots vidéo sur YouTube. Moi, j'adore les bagnoles en plus, donc je suis genre... Ford Mustang 1969, c'est exactement le truc, tu vois. Ferrari F8 démarrage, pas de bruit, etc. Donc, c'était easy, hein. C'était long, mais c'était cool. Ouais. C'était super fun. Ok. Et ce truc-là finit par arriver. Et du coup, début de la grosse collab avec Valentin qu'on a eu pendant un petit moment, quoi. Ok, très bien. Ouais, justement, on a même dans la liste, on avait le Sorare ou Sorare, je sais pas comment ça se prononce. Sorare, ouais. Des grosses collabs. Autre sélection de notre liste, c'était Numéro New Era. Ça, c'est un film, carrément, le truc. Ouais, et ça, tu vois, c'est vraiment un projet d'Eban. Ok. De le réal, en fait, avait fait ce film, c'est de l'éditorial. Pour les gens qui sont pas dans le mode, il faut savoir que l'éditorial, c'est une vitrine. Parce que, justement, vu la durée du truc, ça passe jamais en spot TV, tellement c'est bon, tu vois, c'est ça. Et puis même, c'est Numéro Magazine, quoi. C'est un film d'édito. Beaucoup de magazines, en fait, ils vont se servir de leur magazine pour récupérer de la production de telle marque ou telle marque. Et c'est là-dessus qu'ils vont vivre. Et le magazine, ça reste une curation d'art. Et moi, tu vois, c'est un truc qui m'a beaucoup frustré dans la musique. C'est, je pense que c'est l'art populaire, entre guillemets. Et ce qui n'est pas de mauvaise chose, c'est très bien, mais quand tu compares, par exemple, au marché de l'art, qui est beaucoup plus ancien, quand la musique s'est arrivée, c'est même pas qu'ils sont pas kiffés, c'est que quand la musique s'est arrivée, quand les Beatles arrivent, quand Elvis arrive et que vraiment, genre, ça part de les gens aiment bien la musique à ok, on peut vraiment faire un truc là, et que t'as des meufs qui tombent dans les pommes et tout parce que les mecs sont là avec leur coupe au bol. Il y a eu des labels qui se sont formés, il y a eu toute une industrie qui s'est organisée, et en fait, ils se sont dit, eh ben voilà, on va pouvoir presser un vinyle et te le vendre tant, et tout le monde peut l'acheter. À la différence de machin a fait telle toile, il y en a une, ça coûte tant. Et en fait, c'est un business qui a jamais été protégé. Et qui a toujours été, genre, on veut vendre beaucoup pour pas cher. Et du coup, t'arrives à un truc où, bah ouais, tu vois, le marché de l'art sera jamais sujet à un truc comme Napster. Ça peut pas arriver. Parce que c'est protégé, ça a été pensé. Bien sûr qu'évidemment que les mecs dans les années, au XVIIe siècle, ils savent pas que Internet, ça va exister. Mais il y a une forme de protection, une forme d'exclusivité au truc qui fait que c'est intouchable, en fait. C'est comme, je sais pas, mec, tu prends UPS. UPS, toutes les reviews, 1 étoile. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont trop gros pour couler. Tu veux un paquet, tu auras UPS. Et dans le marché de l'art, il y a eu un truc qui va avec l'époque, etc. Mais sur la musique, je pense pas que ce soit une fausse route. C'était une très belle idée de départ. Mais ça n'a pas été protégé. Et donc, tu te retrouves avec des trucs comme, par exemple, on arrête d'exporter de la musique française à l'étranger dans les années 70. Et du coup, maintenant, il faut des quotas français parce qu'il faut défendre notre culture. Et t'as des artistes qui pourraient être super, qui verront jamais le jour,
parce qu'ils sont sur ce territoire-là. Mhm. Et en même temps, de l'autre côté, t'as Daft Punk, donc si tu sais te démerder, bah, t'es Daft Punk. Ok, c'est un marché complexe. Dernière sélection parmi tes campagnes que tu as pu faire qu'on a choisi, c'est la campagne Adidas Club Original. Ouais. Avec Simon Khan. Simon Khan, ouais. Très très gros visuel, très très bon rendu. On voit en plus une DJ qu'on kiffe dans le rendu, il y a Jyoti. Ouais. Dis-nous tout sur c'était l'année dernière en plus, si je dis pas de bêtises. C'est l'année dernière, à peu près à la même période en plus. On est sur un février-mars. Et ouais, écoute, c'était... Simon m'appelle en me disant, écoute, j'ai fait une campagne Adidas. Ils ont acheté ce morceau Adidas avant de faire la campagne, qui est King of My Castle, qui est un truc d'électro des années 90 qui est assez connu. Et on fait le montage et ça marche pas. Et ils l'ont déjà acheté. Et du coup, on a monté sur Révolution 909 de Daft Punk. Et ça a acheté marre, genre, c'est génial. Et il me dit, est-ce que tu pourrais blender les deux, tu vois, on a les pistes, etc. Je suis vas-y, grave. Et c'était pas un exercice complexe, tu vois, pour moi. En fait, il me vend le truc, je suis genre, ok, je sais exactement ce que je vais faire, genre. Et donc, il m'envoie les pistes. J'attends un petit peu savoir si les ayants droit sont ok avec le fait qu'il y ait un cover de fait et tout, tu vois. Et ouais, j'ai blendé. Du coup, j'ai gardé la voix, le motif de synthé. J'avais la piste de basse. Avec tout le respect, ils ont fait des choses beaucoup plus grandes que moi, mais j'ai refait la piste de basse. Et ouais, c'était très très fun à faire. Très 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 fun. Ça allait relativement vite. Après, tu sais, genre, j'ai pas mon laptop, mais je pourrais te montrer. C'est genre des versions et des versions et des versions. Mais en fait, sur des micro-détails. Donc, c'est ces petits trucs que tu vas changer. Si le mec était avec toi en studio, ça irait très vite. Et il pourrait te dire, tu fais des tests, et puis après, il y aurait que 2 versions, quoi. Mais à distance, tu finis à 15, 20, 30. Mais pour des micro-trucs. Ok. Mais c'était cool de faire un peu de remix, et, tu vois. C'est rare qu'on te le demande, en vrai. C'est assez fun à faire, c'est un exercice cool. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, justement, t'as pas des campagnes qui se répètent forcément au niveau de, justement, des différents briefs. Moi, c'est ce que j'adore. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est ce que je kiffe. Surtout en tant que créatif, répéter la même chose, au bout d'un moment, ça doit... Ouais, sur le ouais. Tu nous parlais tout à l'heure justement de ton management. Il y a aussi le fait que tu sois en freelance, tout ça. Ouais. Comment elle est constituée au niveau de ton entourage professionnel? J'en ai pas. Ok. Là, donc vraiment, t'es en solo. C'est toi qui gères tout, on te contacte. Businessman. mais ouais, non. J'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé. J'ai une personne qui peut m'aider sur des contrats un petit peu compliqués ou pas nécessairement pour la compréhension du contrat, mais c'est cool d'avoir quelqu'un qui parle pour toi. Ouais. Et de pas être toi frontal. D'avoir quelqu'un qui fasse rempart. Ouais, moi j'ai good cop. C'est ça. Et donc, si tu veux, j'ai une personne, qui peut m'aider si nécessaire. Vu que je fonctionne quand même souvent avec des gens que je connais. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est assez rare que quelqu'un va m'appeler, va me donner un tarif et qu'en fait, il marche 70% sur ma tête. Ok. Je préfère faire confiance à la relation et je sais que voilà. Après, quand il y a le risque de ça, j'envoie quelqu'un. Parce que c'est un truc qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup dans le métier que je fais. Là, le business de la pub est basé sur ces escaliers, en fait. Donc, t'as le client avec les thunes qui va à une agence, qui va garder une certaine partie, qui va à une creative agency, qui va garder une certaine partie, etc., etc., etc. Et donc, vu qu'à la musique, t'es à la fin de la chaîne, bah, tout le monde a déjà margé son truc. On n'a plus le budget. Et ils sont genre, du coup, on a que 3000 balles. Alors qu'à la base, ils avaient, tu vois, genre plusieurs centaines de milliers d'euros. Et t'es genre, mais comment tu fais sur un budget à 300, 400 000 euros pour me dire, t'as 3000 euros pour faire de la musique? Parce que déjà pas mal. Il y a des gens qui se lèvent tous les jours pour faire quelque chose qu'ils aiment pas. C'est ça. Et qui font des longues journées, pour gagner la moitié de ça. Mais en fait, c'est qu'à partir du moment où tu sais comment l'écosystème est, tu veux essayer de récupérer le plus que tu peux, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal. J'ai aussi noté quelques questions de nos gars de l'équipe, Madi, qui est pas présent. Une question même que j'ai oubliée par rapport au tout début, c'est, on est rentré directement dans le vif du sujet, mais comment toi tu définirais la synchronisation musicale, tout simplement? C'est-à-dire définir? Qu'est-ce que c'est pour une personne qui comprendra pas ce que tu fais par rapport justement à la musique dans la publicité? Je fais de la musique de film court format. C'est pas nécessairement la publicité, ça en est la plupart du temps. Moi, dans la mode, mais pas que, tu vois, quand je fais un Mercedes F1 par exemple, pas de la mode, ça reste des produits de luxe. Pour moi, c'est surtout dans l'époque dans laquelle on vit avec l'AI qui arrive, etc. Tu vois, c'est un peu le truc silencieux dont personne parle, l'AI. Est-ce qu'on va tous devenir boulanger? Et en fait, je pense pas, mais je pense qu'il y a que le luxe qui peut survivre. Et
Tu vois, tu prends des Kering LVMH qui vont un peu mieux maintenant, mais l'année dernière où tu regardais les stocks et tout, et genre leur valuation est tombée, quoi. Et Hermès, ils montent. Tu te dis, pourquoi Hermès, ils montent? C'est pas un groupe, c'est pas. Ouais, parce qu'Hermès, ils font tout main. Et ils ont toujours gardé ce truc-là, en fait. C'est pas un Vuitton qui fait de la masse et tout, c'est on fait tout main. Et c'est ce qu'on vend. Et tu peux pas tâcher ça, en fait. Ça, c'est pas possible. Et je pense que dans la musique, dans le luxe, etc., tu vois, je pense que dans. Peut-être même aujourd'hui, mais peut-être que dans 2-3 ans, une pub Carrefour, c'est un AI qui fait sa petite musique, et puis c'est bon. Et eux, ça les arrange, et tout le monde s'en fout. Et ils continueront de vendre des produits de supermarché parce que ça n'a aucun impact sur leur clientèle. Et donc, pour moi, l'important, comment je te le définirais, c'est de comprendre ce que tu regardes. Et de comprendre, par exemple, moi, quand c'était encore, par exemple, Matthew Williams, qui était le directeur artistique de Givenchy. Yes. Je l'avais vu, justement, Hugo, qui est aussi pote avec Iki. Et qui est. Hugo Comte. Ouais, exactement, qui est mon meilleur pote. Il avait fait un shoot et il m'avait dit, ce serait cool qu'on fasse de la musique ensemble là-dessus, etc. Donc, on a fait la musique ensemble. Et il y avait Mathieu qui était sur le shoot. Je vais pas parler, mais j'ai capté le mec et tout. Je me suis dit, mais en fait, je pourrais trop lui parler, on vient du même monde. Ça se voit sur sa tête qu'il a grandi en écoutant du new metal dans les années 90. Ça se voit, tu vois, il a les tatouages, il a tout, quoi. Et pour moi, c'est de comprendre ça. Et que quand on m'envoie une campagne, c'est arrivé, tu vois, sur un truc Lancôme où il y avait avec Valentin aussi, une pro de son, qui est une énorme boîte en France, qui avait fait 3-4 propositions et ça le faisait pas. Et Valentin m'appelle, il me dit, ouais, faut savoir que Val, c'était un ouf. Et genre, il vivait vite, quoi, tu vois. Et il m'appelle, il me dit, ouais, là, il s'envoyait des trucs, ça le fait pas du tout, on sait pas quoi faire. Est-ce que tu peux me sauver la vie en 2 heures? On a un call client là, est-ce que tu peux me sauver la vie en 2 heures? Je suis genre, bah non. Mais on voit le film, là, t'inquiète, on va trouver un truc. Genre. Et en fait, il m'envoie le film, et puis sur une campagne précédente, une H&M, en fait, avec Val, il n'y avait pas de ref, il me donnait des trucs qu'il aimait bien, puis je lui faisais des loops de 20 secondes, plusieurs. Ça j'aime bien aussi, blend les deux, machin. On faisait une espèce de Lego au fur et à mesure. Et c'était super. C'était mieux qu'avec les refs même. Et il y avait une loop qu'on n'avait pas utilisée sur cette campagne, qui matchait, pour moi, parfait sur ce film-là, quoi. Et donc, en fait, je l'ai mise, et puis j'ai bougé des trucs, j'ai rajouté des éléments, mais en 2 heures, c'était faisable. Mais sans ça, jamais j'aurais pu lui sauver la vie. Et en fait, juste au visuel, à l'étude, à ce que ça raconte, comprendre ce qui, moi, je me dis, c'est ça qu'il faut là-dessus. Et comme sur un long métrage, tu vas lire un script, tu vas voir peut-être quelques images, ne serait-ce que de ref, c'est pas encore tourné ou quoi. Mais tu sais déjà. Voilà. Tu vas dire, ok, c'est ça qu'il faut. Ça va sublimer ton propos. Ça va être cool. Et c'est je suis pas sûr que ce soit un talent, je pense que c'est un truc que tu comprends au fur et à mesure en fonction des gens avec qui t'es et qui te nourrissent. Tu vois, moi, j'ai énormément de réals, de photographes autour de moi qui ont beaucoup de livres chez eux, qui ont beaucoup, tu vois, c'est une culture que tu comprends. Mais c'est crucial, tu vois, c'est ce qui, moi, m'a permis beaucoup, jusqu'ici, je sais pas de quoi demain sera fait, mais de pas nécessairement travailler en faisant des briefs, et d'avoir des gens qui me font confiance. Et de se dire, bah, lui, c'est bon, il a capté, il sait faire. Ouais. Ok. Très bien. Autre question de notre gars Madi. Au-delà des projets... Non, pardon. Non, pas cette question, puisqu'on y a déjà répondu. Est-ce que tu as déjà créé un catalogue sur une librairie musicale, ou est-ce que tu es familier avec le principe? Ou pas du tout le cas? Je suis familier avec le principe, mais je le fais pas. Ok. Mais oui, j'ai déjà, quand j'étais plus jeune, je vais avoir des morceaux qui traînent chez Sésame, un truc comme ça. On l'a tous fait à un moment, on dit, ah bah, tu nous files tous tes fonds de tiroir, et on voit s'il y a un truc qui passe, tu te dis, bon bah, ouais, pourquoi pas, c'est des fonds de tiroir, tu vois. Mais ça t'a pas plus été utile que ça jusqu'à aujourd'hui de le faire? Non, et je commence à me rendre compte que mes fonds de tiroir, ils coûtent cher. Donc je me dis que peut-être je les garde, et j'attends la bonne opportunité, tu vois. Et justement, par rapport à ça, en plus du bouche à oreille et tous les gens que tu connais dans ton réseau, est-ce qu'il y a une autre manière avec laquelle t'essayes de te brander justement auprès de nouveaux agents potentiels, en plus de ceux que tu peux avoir naturellement par rapport au feeling? Tu veux dire dans un sens, dans ce que moi je véhicule, par exemple, sur Instagram? C'est ça. Bah, tu nous disais, on parlait Iki, où tu disais que justement, lui, il se brande bien par rapport à ça. Ouais, il est fort, ouais, à ça. Est-ce que toi, justement, t'essayes même de faire la démarche, ou ça va très bien? Comment ça se passe? Pas vraiment. Nico, enfin Iki, il est dans un milieu de visuel, et Instagram c'est fait pour ça. C'est ça.
Moi, je sais que quand je poste une campagne Givenchy ou Cartier ou peu importe quoi, en fait, les gens, ils le voient. Et ils sont genre, ouais, bravo et tout, parce qu'ils ont vu un logo Cartier. Mais la plupart, ils ont même pas mis le son. Tu vois ce que je veux dire? T'es sur Instagram. T'es pas sur Spotify, tu vois. C'est vrai. Et du coup, le truc, c'est que pour moi, c'est de l'humain. Et donc, en fait, je le fais moi, ma manière de me brander. C'est l'humain avant tout. C'est, tu vas me croiser au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et parce que ça va être mon kiff d'être là, et parce que, genre, j'adore cette personne, et moi, j'adore les gens, et je me dis, genre, en vrai, quelle vie, quoi. Genre, c'est trop bien. Mec, on est le sperme qui a eu le plus de chance. On est sur une boule bleue qui flotte dans un truc qu'on comprend pas, et ça a aucun sens, et c'est cool, tu vois. Genre, le seul truc qui t'apporte du bien-être, c'est le soleil, et si tu le regardes trop longtemps, il te crame la rétine. Enfin, genre, ça a aucun sens. Mais c'est cool d'être dans cette espèce de truc où tu te dis, ben, viens, juste on kiffe, on ride, on voit comment ça se passe. J'ai du mal, moi, à me brander. Je suis assez mauvais, je pense, en social media. Et tu vois, t'as des gens qui arrivent vraiment à te dire, vas-y, moi, je vais prendre tant de followers cette année et je vais faire ça et je vais défendre ce truc-là. C'est pas mon truc. Je suis pas sur TikTok, par exemple, tu vois, pour plein d'autres raisons. Mais Desquelles, si tu sais pas trop indiscret? Perte de temps? Je leur fais pas confiance. Ok. Tout simplement. Je leur fais juste pas confiance. Reste hors de mon téléphone, s'il te plaît. Ça se comprend. Bon, en tout cas, t'as réussi à d'autres choses où tu t'es mis des défis de taper 100 000 balles en temps de temps à Los Angeles, t'as réussi à le faire. J'ai pas dit que je l'avais fait. Ou peut-être que je l'ai fait. C'est vrai. Je sais pas. Je le dirai pas. Okay. Peut-être. On n'a pas eu de l'histoire complète sur cette Essayez de faire de la pub, vous verrez pas vous-même. Mais Très bien. Écoute, Ant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de 2024, pardon? Continuer de kiffer. Je sais pas, j'y ai pas pensé. D'être en bonne santé et de pas mourir dans un premier temps, ce serait super. La santé avant tout, toujours. Est-ce qu'il y a des objectifs pour les JO ou autres? Je sais pas. Ah ouais, j'ai un énorme objectif pour les JO, pour le coup, vraiment. Okay. Je pense que c'est le même que tout le monde, c'est ne pas être ici. Ok. Et c'est vraiment mon objectif. C'est de juste pas être ici, donc je serai pas ici. D'accord. Et je pourrais les voir de loin. Et ouais, et après JO, écoute, je pense que ça va être super cool. Moi, la seule chose que je demande, c'est ça, c'est d'être en bonne santé. Je fais absolument rien pour. Mais je règle le truc. Et de pouvoir continuer de faire ce que je fais, de vivre comme j'ai envie de vivre et d'être limité que par mon imagination. Et écoute, c'est tout ce que je me souhaite tous les ans. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On peut te retrouver sur IG, du coup, on peut voir aussi une bonne partie de ton travail sur Vimeo. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent pour ce podcast? Écoute, au-delà de peu importe le milieu, peu importe quoi, moi, il y avait personne qui croyait en moi. Mais personne. Et j'ai grandi dans un endroit où c'était pas cool de dire que tu voulais faire de la musique et tout. C'était un peu ridicule, tu vois. Et c'est con, hein, c'est un cliché que tout le monde t'a répété, etc. Mais croire en soi. Ouais, en fait, il y a pas de règle. Si tu l'as, tu l'as. Mais ça se passe à l'intérieur. Et quand t'as la dalle, franchement, et si est-ce que ça peut s'expliquer, tu vois? Ouais, puis si tu sais que tu l'as, tu le sais. Moi, il y a personne qui pouvait me dévier de ce truc-là et tout. J'étais genre, non, mais moi, ma mère m'a amené à des cours de maths où j'avais 9 ans, je la regardais, je disais, maman, je vais pas faire des maths. Tu perds ton argent, je vais pas faire des maths, je vais faire de la musique, qu'est-ce que tu racontes là? Elle m'a plus jamais fait chier après. Mais, et merci à elle. Là, du coup, la relation maintenant, elle est comment? Elle t'a compris? Ah ouais, c'est ma meilleure putain de pote. Elle habite à 2 rues de chez moi. Je l'appelle dès que je sais pas manger ou je sais pas quoi faire. Je dis, ouais, tu fais quoi ce soir? J'arrive. Elle me dit, je travaille demain, faut pas que je me couche tard. Next thing you know, on est déchirés à 2h du match chez elle à fumer des clopes. C'est génial. Mais, mais elle m'a fait confiance. Et je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup à plein de gens aussi. Je pense que personne se fait vraiment tout seul. Tu vois, tout le monde a eu de l'aide et tout le monde a besoin d'aide, même à un statut assez élevé. Et non, je dirais, je trouve ça cool et merci de me recevoir parce que je pense qu'il y a assez peu de gens. En fait, c'est un médium on n'en parle pas en fait, qu'il y a des gens qui font ça et on a eu relais grâce à Iki. Et déjà via Iki et le Casse Podcast. Déjà, on en connaît, c'est peu sur l'univers de la mode et pareil, tu vois. Donc, on trouvait pertinent de se recevoir. Tu vois, je me dis qu'il y a peut-être un type qui verra ça, qui se dit, en fait, moi,
J'aime bien avoir un gros drip et bien m'habiller. J'aime bien la musique aussi. J'ai pas envie de faire des sessions tard avec des gens qui m'intéressent pas. J'adore la musique de film. Tu dis, ouais, t'as le droit d'exister, c'est cool. Peut-être que tu peux trouver des trucs à faire toi aussi. Ok, très bien, très bien. Est-ce que tu auras un conseil justement pour essayer de, au lieu de penser juste à la musique, justement, avec des rappeurs, des chanteurs, pour arriver dans ce milieu qui est la pub, tu vois? Y a pas de formule. Franchement, C'est chaud. on est en 2024. T'es un humain avec un cerveau. T'as Google. T'es maire de toi. Genre, trouve des solutions. T'es dans une ville. C'est quoi les endroits cool? Où les gens sortent? Où c'est que je peux les rencontrer? Tout le monde en est capable. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être pas accès à Internet, ou du coup, je te dis ça, et ils sont genre, bah ouais, mais moi, j'ai pas Internet. Du coup, ils entendront pas ce podcast, mais Après, aussi tu vois, la distance t'as géographique, des gens tout ça. Moi, j'ai de la chance, tu vois, je suis né dans quand même une famille relativement stable, tu vois, genre... 2 semaines, t'as eu envie d'aller à LA, t'es parti à LA, Ouais, tu vois, j'avais pas une thune sur mon compte en banque ou quoi, mais je sais que je suis en train de mourir de faim à LA, j'appelle ma mère à trouver une solution, quoi. Mais que tu peux le faire. Peu importe ce que tu veux, tu peux le faire. Après, il y a un certain niveau de déter qui peut être extrême. Mm-hmm. Mais en fait, bah, tu veux faire partie du milieu de la mode, bah, est-ce que tu le comprends? Déjà, renseigne-toi sur le truc là. Est-ce que c'est un truc que t'aimes? Pour moi, tu peux pas arriver en te disant, dans la mode, visiblement, il y a de l'oseille, donc vas-y, go. Ouais, tu vois. T'es genre, ouais, mais t'as rien compris. Et, tu vois, l'argent, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Et tu peux pas passer toute ta vie. En fait, en vrai, et tu sais quoi? C'est ta passion, tu veux faire du fric, va bosser en finance. Tu veux faire de la musique, tu veux faire du fric, t'es un idiot. Enfin, non, c'est dans l'autre sens. Mais t'as compris. Et ouais, juste règle le truc. Moi, le seul conseil que j'aurais donné, qui est peut-être pas un super conseil qui marche pour moi, mais qui marche pas pour tout le monde, fous ton ego à la poubelle. Ça n'existe surtout dans la musique de film. Genre vraiment fous-le à la poubelle. Et fais un effort pour être juste agréable avec les gens. Et marrant, et cool. Et que les gens, ils aiment bien être autour de toi. Souvent, ils vont te le rendre, en fait. Ce que tu leur as donné, ils vont te le rendre d'une certaine manière, de leur manière à eux. Mais si t'arrives à être cool, pas dans le sens I'm cool, mais juste cool et que les gens, ils aiment passer du temps avec toi, il n'y a pas de raison que ça change. Tant que t'es compétent dans ce que tu fais, et que tu continues de le faire, et que tu lâches rien, statistiquement, t'as assez peu de chances que ça se passe pas. Pour moi. Ok, très bien. C'est noté sur tous ces bons mots, tous ces conseils. Avant de te libérer, l'émission s'appelle Dans le Monde 2. Vous avez changé de nom? Comment? Ça s'appelle plus De la Musicopolis? Si, mais le podcast en lui-même, ça s'appelle Dans le Monde 2. Excuse-moi. Eh oui, non, t'inquiète, y a pas de souci. Dans quel monde, le monde de quel DJ, beatmaker ou même autre professionnel de la musique tu voudrais découvrir ou tu voudrais connaître davantage? Tu veux dire que je voudrais voir chez vous? Exactement, c'est ça en fait la vraie question. Là, tu vois, j'ai utilisé des belles formules, mais en gros, c'est le moment où tu nous fais une passe D d'un invité qu'on pourra avoir. Dis-moi ce que tu veux, tu peux me parler. On se connaît maintenant, c'est qu'on est là. Dis-moi vraiment ce que tu veux, sois vrai. J'essaie de penser en France. Après, si c'est un anglophone qui passe en France à un moment, on peut, en fonction des discours. Franchement, si t'as envie de te faire une énorme déter, Rick Rubin. Ok, très bien. Train 13 Nord, Dr. Dre. Non, tu sais quoi? Non. I know. Et là, je te mets un vrai challenge. Vas-y. Jimmy Iovine. Ok, très bien. En plus, c'était passé l'année dernière, je crois, pour une opération, je sais plus c'était pourquoi. Je sais pas son numéro, je te le donnerai avec plaisir. Mais... Très bien. Mais s'il nous écoute, s'il nous regarde, l'invitation est envoyée. Jimmy. En tout cas, un grand merci à toi d'être passé. C'était super enrichissant l'échange. Je sais pas on a fait combien de temps, mais c'était super cool. Et on te souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit sur le pro, le professionnel et la santé, même si t'as dit que tu fais pas tout ce qu'il faut pour justement... Ouais, mais j'ai de la chance, ça va le faire. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, pour 2024, on va sur la suite de tes travaux à travers Insta et Vimeo. C'était Dans le Monde 2, épisode 82 avec Hans Pablo aka Hone. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de votre podcast 100% dédié au beatmaking et au DJing. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne comme d'habitude. On se retrouve dans 2 semaines. Peace!